Je n'ai pas proposé ce qui précède comme l'unique manière de caractériser la moralité. Dans l'idée que nous en avons normalement, la moralité implique un ensemble de traits. Nous n'avons pas du tout décidé à l'avance quelle partie soit centrale, partie qui comptait encore pour nous comme appartenant à la morale si nous en venons à nous figurer un éclatement de cet ensemble. Le lien avec la culpabilité et le ressentiment est une partie essentielle de cet ensemble. Ce que j'ai proposé, c'est d'utiliser ce lien pour affiner le concept de moralité. Cela nous donne une conception correspondant assez bien à la conception rudimentaire que nous avions au début. Cette proposition se révélera utile si elle mène à des questions importantes. Au paragraphe 3, j'ai mentionné quelques-unes des questions fondamentales de la théorie morale, et j'ai dit à quoi dans l'analyse que je proposais aboutissaient ces questions. Dans le cas de ces questions, il peut y avoir difficulté même sur ce qui est demandé. L'analyse normativo-expressiviste a offert des interprétations et ces interprétations s'avéreront utiles si elles rendent les questions claires, gérables et significatives. Premièrement, pourquoi être moral ? Nous pouvons demander ceci en ayant à l'esprit une conception particulière de la substance de la moralité, un ensemble d'idées sur les sortes d'actes que l'on peut et que l'on ne peut pas permettre moralement. Mais avec cette conception, la question paraît trompeuse. Si une personne rejette le fait de respecter certaines restrictions, conteste-t-elle la morale ou révise-t-elle son idée de ce qu'est la morale ? N'est-ce pas une partie de l'idée de moralité que ces raisons comptent au-dessus de toutes les autres ? Il peut sembler que demander pourquoi être moral, c'est simplement demander quelle raison il y a de faire ce que nous avons le plus de raisons de faire. J'ai proposé que nous percevions la question comme étant une question authentique et que nous la lisions comme portant sur l'action et les sentiments moraux. C'est une interrogation sur le lien qui existe entre ce qu'il est censé de faire et les sentiments qu'il est censé d'avoir sur les choses que font les gens. Est-il jamais censé de faire une chose que nous serions néanmoins blâmables d'avoir faite ? Autrement dit, premièrement, est-il jamais censé de faire une chose qu'il est aussi censé de se sentir coupable d'avoir faite ? Deuxièmement, est-il jamais censé de faire une chose à propos de laquelle il est aussi censé pour d'autres de se sentir en colère contre nous si nous l'avons faite, en colère du point de vue de l'engagement entier et impartial ? Sous cette forme, la question a à voir avec la définition des sentiments moraux qu'il est censé d'avoir avec le lien entre l'action rationnelle et les sentiments moraux rationnels sur des actions. Dans cette version, cette question est en gros de savoir si une conduite moralement requise est toujours rationnellement requise. Nous pourrions aussi demander si une conduite moralement requise est jamais rationnellement interdite. Je n'ai rien trouvé de très différent à dire sur les deux questions. Mes formulations ignorent aussi les questions d'excuses, les cas où un acte est mauvais mais où l'agent n'est pas blâmable. Nous pouvons aussi poser des questions sur la culpabilité et la colère et sur leur ajustement. J'ai postulé que la culpabilité et la colère seront régies par les mêmes normes. Les choses pour lesquelles il est censé d'éprouver de la colère chez les autres sont les choses pour lesquelles il est censé de nous sentir coupables en nous-mêmes. S'il est censé pour quelqu'un d'être en colère contre moi à cause d'une chose, il est censé pour moi de me sentir coupable du fait de cette chose. Ou du moins ceci est vrai d'une colère impartiale. Mais nous pouvons demander pourquoi il en est ainsi et si d'ailleurs il en est ainsi. Enfin, j'ai demandé si la moralité avait de la valeur. Dans la glose que je donne de la moralité, il semble qu'il existe des cultures qui se débrouillent sans elle. Serions-nous mieux avisés de faire de même ? Je reprends maintenant ces questions comme un groupe en espérant qu'une même direction de recherche pourra servir pour toutes. Mais dans ce chapitre, je ne pourrai que suggérer quelques voies de réflexion. Ce que je vais dire sera rapide et peu détaillé. Une bonne partie de mon propos sera familier pour les théoriciens de la morale. Il y aura des choses évidentes, et je crains qu'une grande partie du reste ne soit douteux. Dans cet avant-dernier chapitre et dans le dernier, je ne veux pas poser des conclusions, mais illustrer comment on pourrait commencer une recherche normative. J'ai proposé que la recherche morale était une recherche normative sur les sentiments. Mon but est à présent de commencer à m'attaquer sans trop d'assurance au tableau de ce que pourrait être le type de recherche dont j'ai parlé, commencer à montrer comment elle pourrait se dérouler si elle est informée par ma description. La question de la culpabilité. Voyons d'abord les sentiments moraux au sens étroit, la culpabilité et la colère. Sont-ils à bon droit soumis à une régie normative ? Est-il parfois censé, parfois non, d'avoir ces sentiments ? Cette question est partiellement pragmatique. Serions-nous mieux lotis sans ces sentiments particuliers ou sans normes pour les régir ? Une idée attirante consiste à remplacer les sanctions de la morale étroite par quelque chose de plus séduisant. Pourrions-nous remplacer la culpabilité et la colère par l'amour et par l'attachement ? Les tentatives pour s'en remettre complètement à ces sentiments positifs ont échoué, mais peut-être pouvons-nous en accomplir davantage avec les bons sentiments que nous le faisons. La culpabilité et la colère coûtent cher, elles peuvent être excessives, elles peuvent nous écraser sans aucune finalité positive. Mais les excès semblent être des excès dans l'engagement et non pas une question d'avoir des sentiments qu'il n'est pas censé d'avoir.
L'erreur de la surmoralisation n'est pas comme l'erreur de Cléopâtre avec le messager, c'est que nous accordons à certaines choses plus attention qu'il n'est censé de le faire. Parfois, nous nous trouvons trop absorbés par de mauvaises actions, les nôtres et celles des autres. Il se peut qu'il nous faille les traiter comme de simples débordements. Mais prenez les actes que nous examinons effectivement avec un engagement complet. Pourrions-nous nous défaire, même dans ces cas-là, d'éprouver à leur égard de mauvais sentiments coûteux? Il semble douter que nous le puissions tout en nous, en remettant pour en faire assez aux bons sentiments. Quand l'amour échoue, nous pouvons encore être retenus de commettre de mauvaises actions par les mauvais sentiments suscités par ces mauvaises choses que nous pourrions faire. Si cela est exact, alors la question sérieuse n'est pas de savoir s'il faut nous passer entièrement de sentiments négatifs à l'égard des actions, mais quelle place il faut leur accorder. Les traiterons-nous comme étant régis par des normes? Quels mauvais sentiments à l'égard des actions allons-nous approuver et soumettre à une régie? La culpabilité et la colère ne sont certainement pas les seuls sentiments de ce type. Voici les sentiments que je trouve s'appliquant à nos propres actions: la culpabilité, la honte, la peur, le dégoût, la gêne et l'humiliation. Ils figurent tous dans les descriptions de la littérature anthropologique. Peut-être la culpabilité proprement dite est-elle particulière. Il semble que de nombreuses cultures ne la connaissent pas. Les cultures de la honte sont une tarte à la crème de l'anthropologie. Singer, 1953, Benedict, 1934, décrit l'humiliation comme étant la motivation dominante chez les Kwakkeluk. Singer, 1953, discute les raisons pour lesquelles les données anthropologiques pourraient être difficiles à interpréter en termes clairs de présence ou d'absence de culpabilité. Même si nous avons effectivement besoin de sentiments négatifs à l'égard de nos propres actions, et même si nous avons besoin effectivement de normes qui les régissent, peut-être la culpabilité n'est-elle pas le sentiment qu'il faut choisir. Mais entre tous les sentiments négatifs de ce genre, la culpabilité a des avantages puissants. Ici encore, je ne distingue pas entre culpabilité et remords. Taylor, 1985, soutient fermement qu'il y a entre les deux une différence cruciale, que la culpabilité est une émotion d'auto-évaluation, alors que ce n'est pas le cas du remords. La culpabilité se concentre sur nous-mêmes et implique que nous nous sentions défigurés par une transgression. Dans le remords, la pensée se concentre sur l'acte perçu comme notre action à nous. Le plus important est qu'elle est liée à ce qui est volontaire et qu'elle se mélange à la colère d'une façon particulière. Voyons d'abord le lien avec le volontaire. Nous pouvons facilement éprouver de la honte pour une chose à quoi nous ne pouvons rien. Nous pouvons avoir peur de ses conséquences. Nous pouvons la trouver dégoûtante, gênante ou humiliante. Pouvons-nous nous sentir coupables de l'avoir faite? Oui, bien sûr, mais il semble qu'il y ait là une tension particulière. Premièrement, les normes que nous acceptons déjà se prononcent contre. Elles disent de ne pas nous sentir coupables de choses auxquelles nous ne pouvions rien. Mais il nous faut à présent traiter ces normes comme étant des normes initiales et approximatives. Ce sont elles que nous évaluons. Même sans parler des normes, la culpabilité est liée au volontaire. En tout cas, c'est ce que j'ai soutenu antérieurement, dans le chapitre consacré aux émotions morales. À cet endroit, j'avais considéré une alternative formée par deux types d'explications des sentiments moraux, et plus particulièrement l'explication de la différence entre culpabilité et honte. Une des explications traitait la culpabilité et la honte comme étant des syndromes par adaptation. L'autre explication était de nature attributionnelle. Dans la version des syndromes par adaptation, la culpabilité est liée génétiquement à une mauvaise volonté de coopération, à la manière particulière dont un être social peut ne pas arriver à avoir de bonnes chances d'être compris dans des projets de coopération. Elle est liée à une volonté insuffisante de jouer notre rôle dans un projet et de partager ses fruits. Et il en va de même pour la colère. La colère est punitive et la punition dissuade. Ce dont on peut dissuader de la manière la plus directe, c'est de ce qui est volontaire. La culpabilité apaise la colère. Et la menace de culpabilité détourne d'actes qui susciteraient la colère. C'est ainsi que la culpabilité aussi est liée à ce qui est volontaire. D'après une explication attributionnelle, il n'y a pas de programmation génétique particulière pour la culpabilité. Il y a plutôt une programmation pour des capacités au sens large à adopter les scénarios émotionnels que nous fournit notre culture et à les jouer de bout en bout. On trouvera le scénario de la culpabilité dans certaines cultures et dans d'autres non. Reste que dans les cultures où il est présent, ce qui fait qu'il s'agit d'un scénario de culpabilité, c'est en partie le lien avec nos propres actions volontaires. Dans les deux types d'explications, la culpabilité s'applique donc particulièrement à nos propres actes volontaires. De même, dans les deux explications, la culpabilité se conjugue à la colère. Dans la théorie des syndromes par adaptation, la culpabilité s'est développée par évolution pour se conjuguer à la colère, pour suggérer des actes qui apaisent la colère. Dans les explications attributionnelles, la combinaison avec la colère fait partie d'un scénario culturel. Bref, les deux explications lient la culpabilité à nos propres actions volontaires et toutes deux conjuguent la culpabilité à la colère.
Alors notre question normative est de savoir s'il faut élaborer des normes pour un sentiment d'auto-évaluation négatif qui a deux caractéristiques particulières. Il touche à nos propres actions volontaires et il se conjugue à la colère que ressentent les autres. Nous acceptons de telles normes de façon approximative et il nous faut demander si tout compte fait les considérations pragmatiques pèsent pour nous inciter à les repenser. La culpabilité, première recherche. Commençons par le lien de la culpabilité avec ce qui est volontaire. Le lien peut nous induire en erreur. Nous pouvons pousser les questions de la dimension volontaire au-delà des limites normales, en posant des questions sur le libre arbitre en général ou en jouant avec des standards excessifs concernant le degré de volonté directe que doit comporter un acte pour mériter d'être blâmé. Notre moralité normale comporte des éléments de responsabilité stricte. Nous pensons qu'il peut y avoir faute si nous laissons sonner notre réveil sans nous réveiller. La moralité traditionnelle rejette avec dérision les excuses sur le caractère involontaire quand elles deviennent trop subtiles. Reste qu'elle maintient un lien grossier entre la culpabilité et la colère et ce que nous aurions pu éviter. Elle vise avec ses sentiments les types d'actes qui pourraient dissuader de commettre. Or, nous pouvons soutenir qu'à cause de cela, la culpabilité frappe là où elle peut faire le plus de bien. La culpabilité n'arrive pas toujours à réformer une personne, mais elle se limite plutôt bien aux choses que cette personne peut être motivée à faire ou ne pas faire. D'autres sentiments négatifs que nous nous appliquons à nous-mêmes, la honte, la peur, le dégoût, la gêne, l'humiliation, font moins de distinction. Cela met la culpabilité dans une position particulièrement bonne pour se voir appliquer des normes. Les normes pour la culpabilité peuvent attacher un sentiment négatif aux choses que nous pouvons être amenés à éviter du fait de ces sentiments négatifs. Les normes pour la honte, la peur, le dégoût, la gêne et l'humiliation frappent de manière moins discriminée. Prenez les normes pour la honte. Soit elles autorisent la honte à propos de choses qui n'auraient pas été différentes, même avec une motivation différente, soit elles disent au sentiment de prendre une forme entièrement nouvelle. Or, si les normes nous disent de refaçonner nos sentiments radicalement, elles doivent exercer leur régie de façon inefficace, car elles se donnent pour tâche non pas de canaliser les sentiments, mais de s'opposer de front à toute leur force. La régie normative est trop faible pour ce travail. De l'autre côté, les normes pour la culpabilité ne peuvent pas seulement orienter un sentiment négatif vers le lieu où il fera la différence. Elles peuvent le faire sans trop s'écarter de ce qui nous semble déjà plus ou moins juste et acceptable. La honte n'est pas liée particulièrement aux choses que nous pourrions éviter. Bien sûr, il y a des fois où ce qui donne de la honte à une personne, c'est quelque chose qu'elle aurait pu éviter. Mais souvent, ce n'est pas le cas. La honte motive selon des voies utiles, mais en ne se tenant pas à des choses où la motivation pourrait faire la différence. Avant tout, elle motive des manières de se débrouiller avec le dédain. Elle suggère le retrait, la déférence et la disposition à accepter de mauvais termes dans des projets de coopération là où de meilleurs termes n'adviendront pas ultérieurement. La honte peut aussi motiver un programme de rachat. Les choses qui suscitent la honte sont souvent des choses que nous ne pouvons pas empêcher directement, mais il se peut que ce soit des choses que nous pouvons attaquer indirectement, sur une longue durée. Par exemple, naître dans une famille pauvre, on n'y peut rien, mais peut-être pouvons-nous compenser cela avec le temps, grâce à la fortune ou à la position. Tout cela suggère la raison pour laquelle la tradition de la vertu tend à s'allier à l'orgueil et à la honte plutôt qu'à la culpabilité. Quand de mauvaises actions semblent être non des défauts momentanés dans la motivation, mais les fruits d'un caractère qui a besoin d'être reconstruit, il se peut alors que les motivations provenant de la honte soient les plus appropriées. La perspective de la culpabilité opère avant tout au moment de l'action. La honte motive pour des programmes plus indirects, que ce soit pour se débrouiller avec de mauvaises motivations ou avec un autre problème. Revenons maintenant à la culpabilité et à sa combinaison avec la colère. Devrons-nous élaborer des normes pour la culpabilité et la colère? Il s'agira-t-il des mêmes normes pour les deux sentiments? Quelles sont les considérations pragmatiques? Il semble que, quoi que nous décidions, la colère nous accompagnera. Il se peut que la culpabilité soit une particularité culturelle, mais la colère ou quelque chose d'approchant semble surgir dans toutes les cultures. Il nous faut alors demander deux choses. Premièrement, si nous devons avoir des normes pour la colère, étant donné que dans l'un et l'autre cas, nous serons en colère à certaines occasions, et que forcément les conséquences de la colère sont sérieuses. Deuxièmement, si nous devons avoir des normes pour la conjugaison avec la colère d'une émotion à la première personne, d'une émotion qui suggère des actes pour apaiser la colère. On voit assez clairement maintenant le point de départ pragmatique pour une réponse. Premièrement, pour la colère, cette émotion est puissante et inévitable et elle contribue à réguler les actions de manière désirable. La colère est soumise à la régie normative dans une certaine mesure. Alors pourquoi ne pas façonner le sentiment avec des normes de manière à saisir ses avantages et à mitiger ses dommages? Ensuite, la culpabilité. Il se peut que la culpabilité soit une particularité culturelle et peut-être pourrions-nous vivre sans elle, nous ou nos petits-enfants. Reste
que d'être capable de culpabilité et régir celle-ci par des normes peut payer. De fait, le lien de la culpabilité avec la colère met la culpabilité dans une position particulièrement bonne pour être régie par des normes. Ensemble, la culpabilité et la colère peuvent contribuer à réguler la vie sociale. Si l'on choisit bien les normes pour la culpabilité et la colère, elles motiveront les gens de manière désirable et elles diminueront les conflits qui peuvent naître de la colère. La perspective de la culpabilité rationnelle motivera les gens à ne pas faire les choses qui mettront les autres en colère de manière rationnelle. Cela parle en faveur des mêmes normes pour régir la culpabilité et la colère, et de normes dont la régie puisse être efficace. Quand une personne en met une autre en colère, des normes unies peuvent les réconcilier aussi longtemps que les normes régissent efficacement. Soit les normes diront à l'une de ne pas être en colère, soit elles diront à l'autre de se sentir coupable et d'œuvrer à apaiser cette colère. Il faut encore ajouter beaucoup de choses, mais je suppose un instant que la culpabilité et la colère ont une place dans notre vie normative et qu'il est censé de les ressentir de façon discriminée. Nous pourrions toujours utiliser le terme moralité de manière péjorative pour désigner les systèmes qui ont des prétentions trop grandes pour la culpabilité et la colère. Si tout choix rationnel est supposé être moral, si tout doit reposer sur la culpabilité et la colère, cela fait trop. Les choses que je viens de dire ne nous donnent aucune raison de désirer une chose pareille. La question que je posais était de savoir si la moralité dans mon interprétation étroite a la moindre part dans nos normes, et non de savoir si elle peut dominer la rationalité pratique. Ainsi, les considérations que je viens de parcourir ont une influence sur chacune des trois questions que j'ai posées d'entrée. Nous porterions-nous mieux sans moralité? Autrement dit, nous porterions-nous mieux sans normes pour la colère et la culpabilité? Non. Les émotions unies coordonnent et les normes unissent les émotions. Les normes pour la culpabilité et la colère peuvent le faire particulièrement bien pour deux raisons. Premièrement, la culpabilité et la colère sont liées à ce qui est volontaire et aux motivations au moment de l'action. Elles sont coûteuses, mais elles opèrent de façon discriminée, là où la motivation fait la différence. C'est ainsi qu'elles peuvent avoir un bon taux de rentabilité. Deuxièmement, nous nous trouvons frappés par la colère. Quelles que soient nos normes, la culpabilité peut apaiser la colère et les normes pour la culpabilité et la colère peuvent contribuer à façonner les sentiments de sorte qu'ils s'unissent. Nos normes pour la culpabilité et la colère doivent-elles être les mêmes? Devons-nous penser qu'il est censé de nous sentir coupables exactement quand il est censé pour les autres de se sentir en colère? Les considérations pragmatiques proviennent des choses que je viens de dire. Un des principaux avantages d'avoir des normes pour la colère et la culpabilité est que les normes peuvent contribuer à unir ces émotions, ce qui encourage la paix et la coopération. Cela demande des normes qui requièrent de la culpabilité de notre part quand elles requièrent de la colère de la part des autres. Ensuite, les exigences morales sont-elles toujours des exigences de la raison? Ou bien peut-il être parfois vraiment censé de faire des choses qui sont moralement mauvaises? Il semble à première vue que cela puisse être le cas. Nous pouvons après tout condamner une personne moralement sans nous plaindre qu'elle ait été irrationnelle. Il se peut qu'un acte soit scandaleux sans être stupide ou dément. Mais la question porte sur une rationalité qui soit plus entièrement développée, qui dépasse l'habileté. La rationalité entière comprend un bon jugement de ce pourquoi, après avoir tout bien considéré, il est vraiment censé de travailler dans la vie. Juger qu'il est complètement censé de faire une chose n'est pas en fait exclure que nous la fassions nous-mêmes, si nous sommes exactement dans les mêmes circonstances. Or, la colère semble incohérente quand elle est associée à la réflexion. Si je suis à sa place, je ferai la même chose pour la culpabilité. Elle semble incohérente quand elle est associée à la réflexion. Si j'ai la même occasion, je le referai. La colère et la culpabilité semblent indéfendables au moment précis où l'on adhère à l'acte qui est condamné. Et voilà pour le jugement intuitif. De rapides considérations pragmatiques apportent un soutien, mais la question mérite qu'on y pense davantage. Les normes pour la culpabilité et la colère travaillent à coordonner ces sentiments et cela peut tendre à coordonner les actions au profit de tous. Mais nos actions ne sont pas seulement motivées par nos sentiments, mais aussi par les normes pour l'action que nous acceptons. Si nos normes pour l'action ne correspondent pas à nos normes pour la culpabilité et la colère, cela travaille contre une action coordonnée. La façon la plus efficace dont les normes pour la colère et la culpabilité coordonnent les actions, c'est avec l'aide des normes pour l'action. Les normes alliées pour l'action nous diront de ne pas faire des choses à propos desquelles nos normes pour la colère disent aux autres d'être en colère. Et elles nous diront de ne pas faire des choses pour lesquelles nos normes pour la culpabilité nous disent de nous sentir coupables. On est donc attiré pragmatiquement par les normes qui marient la culpabilité et la colère et qui font correspondre l'action aux sentiments qu'elles disent d'avoir. Si c'était là les seules considérations pragmatiques, alors tout viendrait soutenir la régie de la culpabilité et de la colère par les mêmes normes et la contrainte des normes pour l'action par les normes pour la culpabilité et la colère. La colère est inévitable et peut être orientée vers l'endroit où la motivation peut être la plus efficace. La culpabilité n'est peut-être pas inévitable, mais elle a les avantages de la colère et l'avantage de s'unir avec la colère qui est inévitable.
L'intérêt pragmatique des normes pour la culpabilité et la colère est de travailler sur les actions d'une façon indirecte et particulièrement efficace. Dans notre réflexion antérieure, il y a des tendances puissantes qui vont aussi dans cette direction, si bien que pour l'instant, les considérations pragmatiques soutiennent nos réflexions antérieures. La rumination privée. J'ai demandé s'il fallait élaborer des normes pour la culpabilité et la colère, et si oui, comment. Quelle correspondance voudrons-nous entre les normes pour la culpabilité et les normes pour la colère? Quelle correspondance voudrons-nous entre les normes pour ces sentiments et les normes s'appliquant directement à l'action? Les considérations que j'ai avancées étaient pragmatiques. Elles concernaient les avantages et les désavantages des diverses solutions. Mais les avantages pour qui? Rien n'était bien précis. Nous pourrions dire que le point de vue que j'ai pris était un point de vue vers lequel nous pourrions conjointement essayer d'arriver dans la discussion normative. J'ai pris en fait le point de vue d'un ingénieur psychique, chargé de la conception de nos normes pour un avantage que nous reconnaissons ensemble. Ce n'est pas le seul point de vue pour une évaluation pragmatique. Une personne ruminant en privé pourrait avoir le sien. Son point de vue pourrait être secret, ou bien il pourrait paraître au grand jour dans des discussions normatives qui n'ont que peu de conséquences. Dans les cas ayant une grande conséquence, le méditatif privé garde son avis pour lui. Il doit se mettre dans le point de vue commun ou faire semblant. Le point de vue commun que j'ai pris est donc celui que nous développons pour l'essentiel de la discussion normative. Reste qu'une personne peut aussi ruminer depuis son point de vue privé et il nous faut demander si elle peut être satisfaite. Du point de vue de la discussion commune, les choses se sont assez bien passées, mais la personne qui rumine en privé aura des doutes. Son allégeance au point de vue commun est incertaine. Elle peut voir que depuis le point de vue commun, il y a beaucoup de choses en faveur des normes impartiales pour la colère et la culpabilité. Mais la personne qui rumine en privé voudra quand même savoir si elle doit accepter pour elle-même des normes unies et impartiales. Pourquoi ne pas être en colère à chaque fois que la colère est avantageuse et éviter la culpabilité chaque fois que c'est possible de façon avantageuse? Libérée de la culpabilité et de la colère, quand elles ne lui sont d'aucun secours, pourquoi ne pas agir pour son propre avantage en laissant de côté toute considération de culpabilité et de colère? Chacun de nous, plus ou moins, devient par moments une personne qui rumine en privé. Une personne qui veut décider pour elle-même comment considérer la morale et les choses que la morale exige d'elle. Or, elle est convaincue que la pensée peut être bonne ou mauvaise, et elle veut les conclusions qui proviennent de la bonne pensée, si elle peut décider à quoi correspond la bonne pensée sur le sujet. Elle pourrait donc réfléchir à la bonne pensée et chercher un idéal de bonne pensée privée. En tant que personne ruminant en privé, toute personne parmi nous ne possédera pas seulement au départ des conceptions approximatives de ce qui vaut être recherché dans la vie. Elle aura au départ des conceptions approximatives de ce qui constitue une bonne pensée privée. Elle fait confiance à la pensée informée plutôt qu'à la pensée ignorante. Elle fait confiance à la pensée cohérente plutôt qu'à la pensée incohérente. Ses opinions sur la procédure et d'autres, elle les élaborera peut-être pour former un idéal de la personne qui pense en privé, personne qui pense dont elle pourrait adopter les conclusions comme étant des substituts des siennes. La personne qui rumine en privé met en cause les exigences morales. Y a-t-il quelque chose de convaincant à dire en leur faveur? Ce qu'elle demande, ce n'est pas exactement si nous pourrions la convaincre, car elle a peur de se faire avoir. Elle veut décider quoi penser et bien décider. De manière équivalente, elle veut être informée sur la personne qui pense idéalement privée. Appelons-la Athéna. Que pourrions-nous dire ensemble en faveur de la moralité à cet idéal de la personne qui pense en privé, Athéna? Quel pourrait être notre degré de conviction? Pour répondre à cette question, il nous faut fixer l'idéal. Il faut que ce soit un idéal qui réponde aux difficultés de la personne qui rumine en privé. Autrement dit, il doit répondre aux difficultés que chacun de nous rencontre en privé. À quoi ressemblera Athéna? Nous pourrions nous la représenter sous les traits d'un égoïste résolu, mais cela ne nous répondrait pas même en privé. Après tout, les motifs généreux comptent pour nous. Nous estimons beaucoup la bonne volonté, l'honnêteté, la sollicitude et l'équité. Les rejetons-nous quand nous passons à nos pensées intimes? Peut-être que oui, parfois, mais sur un coup de tête dépressif, avec des regrets. Nous nous sentons menés en bateau. Nous trouvons que nos motifs généreux sont exploités. Nous nous demandons s'il y a vraiment quelqu'un à part nous qui agit selon ces motifs. Nous agissons selon des motifs contraires, et puis nous nous demandons si nous désirerions sérieusement faire autrement. Les motifs généreux comptent pour nous, mais il y a d'autres motifs rivaux. Nous voulons savoir comment décider entre eux, et s'il convient de rejeter entièrement tout un ensemble de motifs. Ainsi, la tâche assignée par la personne qui rumine en privé n'est pas de convertir l'égoïsme intégral par la force de raison, que même lui est contraint de reconnaître. Cela serait un procédé habile, mais qui ne répondrait qu'à un seul de nos aspects importants. Ce n'est pas en toute sérénité que nous débutons notre vie en voulant endosser une mentalité d'escroc, d'un homme qui fait semblant d'être moral et qui exploite la moralité sans éprouver lui-même la moindre attraction morale. Nous débutons dans la vie en voulant des choses que des scrupules moraux pourraient nous empêcher d'avoir.
nous ressentons à la fois l'attraction de l'égoïsme et l'attraction de la bonne volonté, de l'honnêteté, de la sollicitude et de l'équité.